Le chemin de fer fendait les prairies du Nebraska comme un couteau dans du beurre. Et Lars Anderson connaissait par cœur l'horaire de chaque convoi. 20 minutes avant midi, le train postal ralentissait toujours à l'approche du virage, près de son ranch, là où les rails contournaient une colline. D'habitude, il n'y prêtait aucune attention, trop occupé à réparer l'enclos du bétail. Mais aujourd'hui, quelque chose le poussa à lever la tête. Peut-être était-ce le crissement inhabituel des freins, ou le reflet du soleil sur les vitres des wagons. Ou peut-être était-il simplement temps que sa vie change à jamais. Lars essuya la sueur de son front du revers de sa main et plissa les yeux pour observer le convoi qui passait lentement. Les fenêtres des passagers défilaient les unes après les autres. Des compartiments vides, un homme à quai au chapeau melon lisant son journal, une femme âgée qui tricotait, et soudain, il la vit. Elle était assise près de la fenêtre dans le 3e wagon, et même à cette distance, Lars pouvait distinguer les larmes sur son visage. Quelque chose dans sa posture, les épaules affaissées, la tête inclinée, une main pressée contre la vitre, lui transperça le cœur d'une vive compassion. Et il n'avait jamais été témoin d'un chagrin si manifeste. Le train accéléra, emportant l'inconnu plus loin à travers les prairies, tandis que Lars restait immobile, son marteau à la main, incapable de détacher son regard du convoi qui disparaissait. Une sensation étrange lui serra la poitrine, comme si une part essentielle de lui-même venait de s'en aller avec ce train. « Bon sang », marmonna-t-il pour lui-même en secouant la tête. « La solitude me rend sentimental. » Mais l'image de la femme en larmes ne le quitta pas du reste de la journée. En réparant la clôture, en abreuvant les chevaux, en se préparant un repas simple dans sa cuisine solitaire, il ne cessait de penser à elle, à ce qui avait pu la faire pleurer, à sa destination, et si elle y trouverait du réconfort. Lars vivait dans cette région depuis 8 ans, depuis son arrivée du Minnesota, jeune homme plein d'espoir avec de maigres économies. Depuis, il avait bâti un ranch solide, élevé un bon troupeau et gagné le respect de ses voisins. Mais pendant tout ce temps, il avait été seul. Les femmes étaient rares dans les environs, et celles qui s'y trouvaient étaient soit déjà mariées, soit ne lui montraient aucun intérêt. À 32 ans, il commençait à croire qu'il vieillirait seul, comme le vieux MacGregor du ranch voisin, qui ne parlait qu'à ses vaches et se saoulait tous les dimanches au saloon du saint à faire à Cheval Doré. Cette nuit-là, Lars eut du mal à trouver le sommeil. Se tournant et se retournant dans son grand lit, en écoutant le hurlement du vent des plaines. Des pensées étranges sur le destin et sur la nature non fortuite de certaines rencontres tourbillonnaient dans son esprit. Sa défunte mère disait toujours que le Seigneur envoyait des signes aux hommes, et qu'il fallait seulement savoir les voir. Le lendemain, il se réveilla avec la ferme intention de se rendre en ville. Il devait acheter un nouveau harnais pour ses chevaux. L'ancien était complètement usé, et récupérer son courrier. Et s'il rencontrait par hasard cette femme du train, eh bien, ainsi soit-il. La ville de Riverbend s'étendait dans une vallée entre 2 collines, là où la rivière formait un grand méandre qui lui avait donné son nom. C'était une localité typique de la frontière, une rue principale bordée de maisons en bois, avec des galeries couvertes, quelques magasins, un saloon, une église, une école et une gare. La population atteignait à peine 300 âmes. Mais pour les ranchers locaux, c'était le centre de la civilisation. Lars attacha son étalon bail au poteau d'attache, près de la boutique de Hansen, et arpenta nonchalamment la rue principale. La ville vivait sa vie habituelle. Des femmes bavardaient près du puits, des enfants couraient entre les maisons, des vieillards assis sur leur perron discutaient de la météo. Tout était familier et routinier, et c'est alors qu'il la revit. Elle sortait d'une petite maison au bout de la rue, celle où vivait la veuve Carter qui louait des chambres aux voyageurs. À la lumière du jour, elle était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginée depuis la fenêtre du train. Des cheveux blonds relevés en une coiffure simple, un visage pâle aux traits réguliers, des yeux gris empreints d'une tristesse contenue.
Mais ce qui le frappa le plus fut sa main gauche, déformée, manifestement blessée, qu'elle serrait instinctivement contre son corps, pour tenter de la dissimuler. À ses côtés se tenait un garçon de 5 ou 6 ans, avec les mêmes cheveux blonds et un visage d'une gravité surprenante pour son âge. Lars se figea au milieu de la rue, ne sachant que faire. S'approcher, se présenter, serait-ce trop audacieux? Il n'avait jamais été doué avec les femmes, et celle-ci paraissait si fragile et si triste qu'il craignait de dire une parole de travers. Pendant qu'il hésitait, elle remarqua son regard. Leurs yeux se croisèrent par-delà la rue poussiéreuse, et Lars sentit quelque chose basculer dans sa poitrine. Le temps sembla s'arrêter. Il la vit incliner légèrement la tête, étudiant son visage, tandis que sa main libre se posait instinctivement sur l'épaule de l'enfant. Puis elle détourna le regard et se dirigea hâtivement vers le magasin, entraînant le garçon avec elle. Mais Lars eut le temps de remarquer une légère rougeur sur ses joues. « C'est le destin », pensa-t-il, et son cœur s'accéléra. Il ne connaissait ni son nom, ni son histoire, ni ce qui l'avait amené à Riverbend. Mais au plus profond de lui, il comprit que cette femme allait changer sa vie. Elizabeth Morgan savait qu'on la regardait. Après 3 ans à vivre avec une main estropiée, elle avait appris à sentir les regards curieux dans sa nuque. Les gens remarquaient d'abord sa blessure, puis se demandaient ce qui avait bien pu lui arriver. Et enfin, soit ils se détournaient avec gêne, soit ils la dévisageaient avec une curiosité malsaine. Mais ce regard était différent. Elle l'avait senti en sortant de chez Madame Carter, tenant la main de son fils Tommy. Quelque chose l'avait poussée à se retourner. Et elle avait vu un homme de haute taille au milieu de la rue principale. Il se tenait parfaitement immobile, comme enraciné dans le sol poussiéreux, et la fixait droit dans les yeux. Elizabeth avait l'habitude de juger les hommes rapidement et précisément. Après ce qui était arrivé avec son défunt mari, c'était devenu une question de survie. Celui-ci était grand, au moins 6 pieds, avec de larges épaules sous une chemise bleue délavée et des mains robustes, habituées au dur labeur. Ses cheveux sombres étaient coupés net, de toute évidence par lui-même, et non par un barbier. Son visage hâlé témoignait de longues heures passées en plein air. Mais ce furent ses yeux qui la frappèrent le plus. Même à distance, elle pouvait voir qu'ils étaient clairs, bleus ou gris, et qu'ils ne contenaient ni convoitise, ni pitié, ni ce calcul froid qu'elle voyait si souvent dans les regards masculins, seulement de l'intérêt. Un intérêt chaleureux et sincère. Et autre chose encore. Quelque chose qui fit sursauter son cœur. « Maman, qui est-ce » demanda Tommy à voix basse, remarquant la direction de son regard. « Je ne sais pas, mon chéri, » répondit-elle, sentant ses joues rougir. Elle se détourna rapidement et se dirigea vers le magasin, entraînant son fils. Mais l'image de l'inconnu ne quittait pas ses pensées. Quelque chose dans sa posture, dans sa façon de tenir la tête, dans la largeur de ses épaules sous ses simples vêtements de travail, parlait de force et de fiabilité. De solitude, une solitude qui lui était si familière. Au magasin de Hansen, elle acheta le strict nécessaire. De la farine, du sel, un peu de sucre et une conserve de pêche pour Tommy. Ses moyens étaient limités, et le travail pour une femme avec une main estropiée était presque inexistant en ville. Pour l'instant, Ben Carter leur offrait un toit contre une modique somme, mais cela ne pouvait durer éternellement. « Comment allez-vous, Madame Morgan ?» demanda amicalement M. Hansen, un vieil Allemand à la moustache grise. « Vous vous habituez à notre petite ville. » Petit à petit, sourit-elle, s'efforçant de paraître plus optimiste qu'elle ne l'était. Tout le monde est très gentil avec nous. Et pour le travail, avez-vous trouvé quelque chose? Elisabeth secoua la tête. Elle avait déjà fait le tour de tous les établissements. Le saloon n'était pas un endroit pour une femme respectable. L'école avait déjà Madame Harris, et il n'y avait nulle part où aller pour une femme avec un enfant et une main infirme. « Je trouverai bien quelque chose », dit-elle avec un sourire forcé. « On finit toujours par trouver. »
Hansen hocha la tête avec compassion et ajouta un sachet de bonbons pour Tommy à ses achats, sans les lui faire payer. Ces petits gestes de bonté la sauvaient du désespoir total. En sortant du magasin, elle revit l'inconnu. Il se tenait maintenant près de la quincaillerie, discutant avec le propriétaire. Mais son regard glissait régulièrement dans sa direction. À la lumière du jour, elle pouvait mieux le détailler. Il devait avoir un peu plus de 30 ans, et son visage portait les traits des gens du Nord. Un nez droit, un menton volontaire, des pommettes hautes. Il se déplaçait avec cette assurance tranquille, propre à ceux qui connaissent leur valeur. Un revolver pendait à sa ceinture, non pour la parade, mais pour l'usage, à en juger par l'étui usé. Élisabeth essaya d'imaginer qui il pouvait être. Un rancher probablement, d'après ses vêtements et son allure. Pas marié, sinon il ne la regarderait pas avec un tel intérêt. Ou peut-être veuf. Dans ces contrées, la mort était une visiteuse fréquente. « Maman, j'ai soif », se plaignit Tommy en tirant sur sa jupe. « Un instant, mon chéri. » Elle se pencha vers son fils, et sa main blessée lui lança une douleur vive. Sa vieille blessure se rappelait toujours à elle, aux moments les plus inopportuns. Quand elle se redressa, l'inconnu se tenait tout près. Elle pouvait maintenant voir que ses yeux étaient bien bleus, de la couleur du ciel d'été au-dessus des prairies. Et ils contenaient une telle bonté qu'elle en eut le souffle coupé. « Excusez-moi », dit-il en retirant son chapeau. Sa voix était grave, avec un léger accent, peut-être scandinave. « Je ne voulais pas vous effrayer. C'est juste que... Je m'appelle Lars Anderson, j'ai un ranch à quelques miles d'ici. » Élisabeth hésita une seconde. Dans sa vie passée, les hommes inconnus signifiaient le danger. Mais quelque chose chez cet homme lui disait qu'il n'y avait rien à craindre. « Elizabeth Morgan », répondit-elle, pressant instinctivement sa main blessée contre son corps. « Et voici mon fils, Tommy. » Lars s'accroupit devant le garçon, et Élisabeth remarqua avec quelle aisance il le fit, malgré sa grande taille. « Salut, Tommy, » dit-il sérieusement. « Comment trouves-tu notre ville ?»« Il y a beaucoup de poussière, » répondit l'enfant avec franchise. Et Lars se mit à rire, un rire discret, mais sincère. « C'est vrai, il y a pas mal de poussière, mais il y a aussi de bonnes choses. Tu vois cette colline là-bas? Des chiens de prairie y vivent. Et dans la rivière, on trouve de très bonnes truites. » Tommy s'anima. Il adorait les animaux. « On peut aller les voir. »« Tommy !» le réprimanda Élisabeth, embarrassée par la spontanéité de son fils. « Ce n'est rien, » dit Lars en se relevant de toute sa hauteur, et elle fut de nouveau frappée par sa taille. « Peut-être un jour, si votre mère est d'accord, nous pourrions y aller. » Il la regardait avec une telle espérance qu'Élisabeth sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Quand un homme l'avait-il regardée ainsi pour la dernière fois? Quand quelqu'un lui avait-il offert quelque chose par pure bonté, sans rien attendre en retour? « C'est très gentil de votre part, monsieur Anderson, » dit-elle prudemment. « Mais nous ne voudrions pas abuser de votre gentillesse. »« Ni aucun abus, » répondit-il vivement. « Je viens rarement en ville, et je rencontre encore plus rarement de nouvelles personnes. » Il y avait une timidité si sincère dans sa voix que le cœur d'Élisabeth flancha. Ce grand et fort gaillard était intimidé par elle. Quand quelqu'un avait-il été intimidé par elle pour la dernière fois, au lieu de la plaindre ou de la mépriser? « Nous venons d'arriver, » dit-elle. « Nous sommes encore en train de nous installer. D'où venez-vous, si ce n'est pas indiscret? » « Du Kansas. » Elle ne précisa pas les circonstances de leur départ. « Nous cherchions un nouveau départ. » Lars hocha la tête avec compréhension. « C'est un bon endroit pour les nouveaux départs. Les gens ici ne sont pas très curieux du passé des autres. Ce qui compte, c'est qui vous êtes maintenant, pas qui vous étiez avant. » Ces mots sonnèrent comme une bénédiction.
Élisabeth sentit quelque chose de noué dans sa poitrine se détendre légèrement. « C'est bon à savoir, » dit-elle doucement. Ils restèrent en silencieux quelques instants, et Élisabeth songea à quel point la vie était étrange. La veille encore, elle n'était qu'une femme seule, avec une main estropiée, et un jeune fils sans argent ni perspective. Et aujourd'hui, un inconnu la regardait comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Peut-être que Tommy avait raison, et qu'il y avait vraiment de bonnes choses dans cette ville poussiéreuse. Élisabeth ne parvenait pas à chasser de son esprit les yeux bleus de Lars Anderson. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre dans la rue principale, et elle se surprenait encore à se souvenir de la façon dont il s'était accroupi devant Tommy, de la prudence avec laquelle il choisissait ses mots, et de la manière dont son visage s'était illuminé d'un sourire lorsque le garçon avait ri. Elle faisait la vaisselle dans la petite cuisine de Madame Carter, tentant de rembourser une partie de sa dette pour le logement, et réfléchissait à ce qui lui arrivait. Après la mort de Jacob, elle pensait que son cœur s'était refermé à jamais à de tels sentiments. Trop de douleur, trop de peur, trop de déception. Mais maintenant, debout près de la fenêtre, regardant la route poussiéreuse qui menait de la ville aux prairies, elle se surprenait à espérer voir apparaître une silhouette familière à cheval, et aussitôt, elle avait honte de cet espoir. « Monsieur Anderson semble être un homme bon », remarqua Madame Carter d'un air détaché en entrant dans la cuisine avec un panier de linge. Élisabeth faillit laisser tomber une assiette. « Pardon, Lars Anderson, il a posé des questions sur vous au magasin de Hansen », dit la vieille femme en commençant à étendre le linge sur une corde derrière la maison. « Il voulait savoir comment vous vous installiez, si vous aviez tout ce dont vous aviez besoin. » Le cœur d'Élisabeth s'accéléra. « Il a posé des questions sur moi ? Pas directement, bien sûr. Les hommes ne parlent jamais directement. Mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir quand un homme s'intéresse à une femme, ajouta Madame Carter avec un sourire malicieux. Et Lars est un homme bon, honnête, travailleur. Il a bâti son ranch à partir de rien, sans jamais tromper ni voler personne. Il a juste travaillé, encore et encore. Il n'est pas marié ? Demanda Élisabeth, sentant ses joues rougir en posant la question. Célibataire. Depuis toujours. On dit qu'il a eu une amourette dans le Minnesota, avant de venir ici, mais ça n'a pas marché. Et ici, eh bien, il y a peu de jeunes filles dans les environs, et encore moins qui lui conviendraient. Élisabeth ne dit rien, mais ses pensées s'emballèrent. Pourquoi s'intéressait-il à elle? Ne voyait-il pas qu'elle était une femme au passé lourd, avec une main estropiée et un enfant? Qu'elle ne pouvait pas donner à un homme ce qu'il méritait? À ce moment, Tommy entra en courant dans la maison, tout ébouriffé et couvert de poussière. « Maman, maman, il y a un homme à cheval, celui à qui on a parlé. » Élisabeth jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit en effet Lars qui mettait pied à terre près de leur maison. Il portait une chemise blanche propre et un pantalon sombre, clairement pas ses vêtements de travail. Il tenait un petit panier à la main. « On dirait que vous avez de la visite. » remarqua Madame Carter avec un sourire satisfait. « Je vais aller voir ma voisine. Elle a des problèmes avec ses poules. » Élisabeth comprit que sa logeuse les laissait tactiquement seuls. Elle retira rapidement son tablier de cuisine, arrangea ses cheveux et sortit sur le perron. Lars se tenait près du portillon, son chapeau dans une main, le panier dans l'autre. En la voyant, son visage s'illumina d'une joie si sincère qu'Élisabeth en eut le souffle coupé. « Bonjour, Madame Morgan, » dit-il en s'approchant. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit-elle, s'efforçant de parler calmement, bien que son cœur battît à tout rompre. « C'est une agréable surprise. » Tommy sortit en courant sur le perron et salua joyeusement Lars. « Monsieur Lars, vous êtes venu me montrer les chiens de prairie ?» Lars se mit à rire. « Pas aujourd'hui, mon grand, mais j'ai apporté autre chose. » Il tendit le panier à Élisabeth. « Ma vache donne trop de lait pour un seul homme. J'ai pensé que vous et Tommy apprécieriez peut-être de la crème fraîche et du beurre. » Élisabeth regarda dans le panier avec surprise. Il y avait un pot de crème épaisse et jaune,
un morceau de beurre frais enveloppé dans un linge propre, et une douzaine de gros œufs. « C'est beaucoup trop, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas accepter. De toute façon, ça se perdrait, » l'interrompit-il. « Et jeter de la bonne nourriture, c'est un péché. Ma mère disait toujours ça. » Il y avait une telle sincérité dans sa voix qu'Élisabeth comprit qu'un refus l'offenserait. Mais accepter semblait trop personnel, trop semblable à une cour. « C'est très aimable de votre part, » dit-elle finalement. « Mais je dois vous dédommager. » « Me dédommager ?» Lars parut sincèrement perplexe. « Pourquoi ? » ?»« Pour votre gentillesse. Je n'ai pas l'habitude de recevoir des choses sans contrepartie. » Quelque chose changea sur son visage. Ses yeux bleus devinrent sérieux, presque tristes. « Et moi, je n'ai pas l'habitude qu'on considère ma gentillesse comme quelque chose d'exceptionnel, » dit-il doucement. « N'est-il pas naturel d'aider ses voisins ? » « Nous ne sommes pas voisins, » objecta Élisabeth. « Nous nous connaissons à peine. »« Alors faisons connaissance, » dit-il avec une pointe de défi dans la voix. « Je vous invite, vous et Tommy, à déjeuner dimanche, chez moi, au ranch. Je vous montrerai ces fameux chiens de prairie, et vous verrez d'où viennent cette crème et ces œufs. » Élisabeth fut déconcertée. Une invitation au ranch d'un homme célibataire, c'était sérieux. Ce n'était plus de la simple aide de voisinage. « Monsieur Anderson, » commença-t-elle prudemment. « Lars, » la corrigea-t-il. « Juste Lars. Lars. » Le nom sonna étrangement intime sur ses lèvres. « Je dois être honnête avec vous. J'ai une histoire compliquée. Je ne suis pas la femme que vous imaginez. » Il fit un pas vers elle, et elle sentit son parfum, quelque chose de simple et de masculin, avec des notes de pain et de cuir. Et quelle femme est-ce que j'imagine? Une femme bien, digne de l'attention d'un homme respectable. Lars la regarda longuement, et il y avait dans son regard une gravité si chaleureuse qu'elle en eut la tête qui tournait. Élisabeth. Prononça-t-il son nom comme s'il le goûtait. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie avant que vous n'arriviez ici. Et vous savez quoi? Ça m'est égal. Je vois une femme qui aime son fils, qui travaille sans relâche pour lui assurer un toit et de la nourriture, qui garde sa dignité malgré les circonstances. Son regard glissa vers sa main blessée, qu'elle serrait instinctivement contre son corps. Et il n'y avait ni pitié ni dégoût dans ses yeux, seulement de la compréhension. Quoi qu'il se soit passé, cela ne définit pas qui vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes une femme courageuse qui prend un nouveau départ. Et je serais heureux de faire partie de cette nouvelle vie, si vous me le permettez. Élisabeth sentit les larmes lui monter aux yeux. Quand quelqu'un lui avait-il parlé ainsi pour la dernière fois? Quand quelqu'un n'avait-il vu en elle non pas une victime des circonstances, mais une femme forte? « Maman, on peut aller chez Monsieur Lars ?» intervint Tommy, qui avait écouté en silence la conversation des adultes. « Je veux vraiment voir les chiens de prairie. » Élisabeth regarda son fils, puis Lars. Il y avait dans ses yeux un espoir si sincère et si vulnérable que son cœur se serra. Peut-être l'était-il temps d'arrêter d'avoir peur. Peut-être l'était-il temps de croire que la vie pouvait être autre chose que douleur et perte. « D'accord, » dit-elle doucement. « Nous viendrons dimanche. » Le sourire qui illumina le visage de Lars était plus éclatant que le soleil dans le ciel, sans nuages des prairies. « Parfait. Je viendrai vous chercher après l'église. Vers 2 heures. » « Nous trouverons le chemin nous-mêmes, » commença à objecter Élisabeth, mais il secoua la tête. « La route est compliquée, on peut se perdre. Et puis, il ne convient pas qu'une jolie femme voyage seule dans les prairies. » Il l'avait appelée jolie. Élisabeth sentit qu'elle rougissait jusqu'à la racine des cheveux. Lars remit son chapeau et se dirigea vers son cheval. Arrivé au portillon, il se retourna. « Élisabeth, » dit-il sérieusement, « merci de me donner une chance. » Elle le regarda s'éloigner jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans le mirage de la route des plaines. La main de Tommy se glissa dans la sienne. « J'aime bien Monsieur Lars, » dit le garçon. « Il est gentil et il a un beau cheval. »« Oui,
acquiesça Élisabeth, les yeux toujours fixés sur la route. Il est vraiment gentil. Et au fond de son cœur, elle ajouta, et c'est ce qui m'effraie le plus. Le dimanche arriva trop vite et, en même temps, parut s'étirer à l'infini. Élisabeth se réveilla aux premières lueurs du jour, bien qu'il restât encore plusieurs heures avant l'arrivée de Lars. Allongée sur le lit étroit de la chambre de Madame Carter, elle écoutait la respiration régulière de Tommy, endormi à ses côtés. Qu'était-elle en train de faire? Pourquoi avait-elle accepté cette invitation? Elle aurait dû se tenir à l'écart des hommes, surtout de ceux comme Lars Anderson, trop gentils, trop sincères, trop prompts à croire au meilleur chez les gens. Elle savait comment finissaient de telles histoires. D'abord, l'intérêt, l'admiration, les promesses, puis la déception, lorsque la vérité éclatait, et la vérité finissait toujours par éclater. Mais quand Tommy se réveilla et commença, les yeux brillants, à poser des questions sur les chiens de prairie et le ranch, Élisabeth comprit qu'il était trop tard pour reculer. Le garçon avait si rarement été joyeux ces derniers temps qu'elle ne pouvait pas le priver de ce petit bonheur. Elle choisit sa meilleure robe, une robe bleue à petits motifs floraux. Elle était simple mais propre et soigneusement reprisée. Elle releva ses cheveux en une coiffure simple mais élégante, laissant quelques mèches encadrer son visage pour adoucir les traits anguleux, accentués par les privations des derniers mois. Elle dissimula sa main estropiée dans les plis de sa jupe. Une vieille habitude, toujours cacher ce qui pourrait rebuter les gens. À 2 heures précises, le bruit des sabots se fit entendre dans la rue. Élisabeth regarda par la fenêtre et vit Lars qui avait amené une petite carriole attelée à 2 chevaux. Il portait son plus beau costume, bleu foncé, manifestement de bonne qualité, bien que démodé. Un chapeau neuf coiffait sa tête. « Maman, il est arrivé !» s'écria Tommy en courant sur le perron. Élisabeth suivit son fils, s'efforçant de paraître calme, bien que son cœur battît à lui rompre la poitrine. « Bonjour !» dit Lars en retirant son chapeau. En la voyant dans sa jolie robe, son visage s'illumina d'une joie si sincère qu'Élisabeth en eut le souffle coupé. « Vous êtes magnifique. »« Merci, » répondit-elle, se sentant mal à l'aise sous son regard admiratif. « Vous êtes aussi très élégant. » Lars l'aida à monter dans la carriole, soutenant délicatement sa main valide. Il remarqua sa prudence avec son membre blessé, mais n'en laissa rien paraître, s'adaptant simplement à ses mouvements avec un naturel déconcertant, comme s'il l'avait fait toute sa vie. Tommy grimpa seul dans la carriole, frémissant d'excitation. « C'est loin votre ranch, monsieur Lars ?»« À 5 miles de la ville. Pas si loin, » répondit Lars en prenant les rênes et en dirigeant les chevaux sur la route qui menait aux prairies. Mais assez loin pour avoir la paix et le silence. Ils roulèrent sur une route poussiéreuse entre d'infinies collines herbeuses. Le soleil de septembre était doux et caressant. Le vent des plaines jouait dans les cheveux d'Élisabeth, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de la paix intérieure. « Parlez-moi de votre ranch » demanda-t-elle, simplement pour combler le silence. Le visage de Lars s'anima. « J'ai commencé avec rien il y a 8 ans. J'ai acheté la terre au gouvernement. J'ai d'abord construit une petite cabane, puis une maison plus grande. J'ai acheté du bétail. J'ai débuté avec 2 vaches et un taureau, et maintenant j'ai plus de 100 têtes. C'est beaucoup de travail pour un seul homme. Oui, surtout les premières années. Mais je ne me plains pas. Le travail en plein air, ma propre terre sous les pieds, ne devoir de compte à personne, ça valait toutes les difficultés. » Il y avait dans sa voix la fierté de l'homme qui a tout accompli par lui-même, sans compter sur l'aide de personne. « Et d'où venez-vous » demanda Élisabeth. « Votre accent révèle que vous n'êtes pas d'ici. »« Du Minnesota, une petite ville près du lac supérieur. Mon père était bûcheron, ma mère institutrice. Sont-ils encore en vie ?» Le visage de Lars s'assombrit. « Ma mère est morte quand j'avais 20 ans. Mon père 1 an plus tard. On a dit que c'était une pneumonie.
mais je pense qu'il n'a tout simplement pas pu vivre sans elle. Élisabeth perçut la douleur dans sa voix. Lui aussi avait donc connu des pertes, des blessures, qui n'étaient pas entièrement cicatrisées. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle doucement. « C'était il y a longtemps. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené ici, au Nebraska ?» Élisabeth se tendit. C'était le moment qu'elle redoutait. « Mon mari est décédé, » dit-elle brièvement, espérant que cette explication suffirait. Lars lui jeta un regard rapide, plein de compassion. « Je suis désolé, je ne voulais pas remuer de douloureux souvenirs. Ce n'est rien, c'était il y a plus d'1 an. » Elle ne dit pas comment Jacob était mort. Elle ne parla pas de l'alcool, des dettes, des créanciers, qui s'étaient présentés chez eux 1 semaine après les funérailles. Elle ne raconta pas comment Jacob, dans un délire d'ivrogne, lui avait disloqué le bras, avant de pleurer en dégrisant et de jurer qu'il ne lèverait plus jamais la main sur elle. Mais c'était dans une autre vie, dans un autre monde. « Mon papa était courageux », intervint soudain Tommy. « Maman dit qu'il s'est battu contre des méchants. » Élisabeth sentit le rouge lui monter aux joues. Elle avait effectivement raconté à son fils que son père était mort en héros. Un enfant n'avait pas besoin de connaître la vérité sur l'homme faible et brisé, qu'était devenu Jacob Morgan dans ses dernières années. « J'en suis certain, » dit Lars sérieusement, et Élisabeth lui fut reconnaissante d'avoir soutenu sa version des faits. Bientôt des bâtiments apparurent à l'horizon. Une maison en bois soigné avec une galerie couverte, une grande grange, plusieurs dépendances. Tout était solidement construit et bien entretenu. « Voici ma maison, » dit Lars avec une fierté non dissimulée. Élisabeth regarda autour d'elle avec surprise. Elle s'attendait à voir la demeure typique d'un célibataire, inconfortable et négligé. Mais ici, tout était différent. La maison était peinte d'un agréable jaune, les fenêtres étaient ornées de volets soignés. Et sur la galerie se trouvaient 2 fauteuils à bascule et une petite table. Autour de la maison poussaient des fleurs, non pas sauvages, mais plantées intentionnellement. Des tournesols, des zinnias et d'autres plantes colorées qu'elle ne put identifier. « C'est vous qui avez planté les fleurs », s'étonna-t-elle. Lars rougit. Oui. Ma mère disait toujours qu'une maison sans fleurs n'est pas une maison, mais juste un bâtiment. C'est peut-être stupide pour un homme. Pas du tout, dit rapidement Élisabeth. C'est magnifique. Il l'aida à descendre de la carriole, ses mains sur sa taille, et se montrant à la fois fortes et douces. Pendant 1 seconde, leurs visages furent très proches, et Élisabeth sentit la chaleur de son souffle sur ses lèvres. « Bienvenue chez moi », dit-il doucement, et il y avait dans sa voix quelque chose qui lui fit tourner la tête. Tommy courait déjà dans la cour, examinant tout avec la curiosité d'un petit explorateur. « Monsieur Lars, où sont les chiens de prairie ? D'abord nous allons déjeuner, et ensuite je te montrerai les chiens de prairie et bien d'autres choses encore, » promit Lars. Il les fit entrer dans la maison, et Élisabeth eut un hoquet de surprise. L'intérieur était propre, confortable et beau. Les planchers en bois brillaient, fraîchement cirés. Les meubles étaient simples mais de bonne facture. Au mur étaient accrochées des photographies, probablement les parents de Lars, et quelques tableaux de paysages. Mais ce qui la stupéfia le plus fut la table à manger, recouverte d'une nappe d'un blanc immaculé et dressée avec de la vraie porcelaine. Au centre se trouvait un vase rempli de fleurs des champs. « Lars, » dit-elle doucement, « vous vous êtes préparé. Je voulais que tout soit parfait, » avoua-t-il. « Je reçois si rarement des invités. Surtout, des invités aussi importants. Importance. Il les considérait comme importants. » Le déjeuner fut simple mais délicieux. Poulet rôti, pommes de terre, légumes de son propre potager. Mais ce dont Élisabeth se souvint le plus, ce ne fut pas la nourriture, mais la façon dont Lars parlait à Tommy, sérieusement, avec respect, comme à un adulte. Le garçon s'épanouit littéralement sous une telle attention. Après le déjeuner, ils allèrent effectivement voir les chiens de prairie.
Toute une colonie de ces drôles d'animaux vivait sur la colline derrière la maison, et Tommy fut absolument ravi d'observer leur agitation. « Et là-bas, qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en montrant un groupe de chevaux qui paissaient dans un enclos. « Mes chevaux, tu veux les voir de plus près ?» L'heure qui suivit fut comme un rêve éveillé. Lars leur fit visiter son exploitation, leur parla des animaux, de la manière dont le travail se déroulait au ranch. Élisabeth voyait avec quel amour il traitait cet endroit, cette terre. Et elle voyait aussi comment il la regardait. Il y avait tant de chaleur, tant d'espoir dans son regard, qu'elle en avait le souffle coupé. Alors que le soleil commençait à décliner, ils étaient assis sur la galerie, sirotant de la limonade, et regardant Tommy courir après les papillons dans la cour. « Merci pour cette journée, » dit Élisabeth. « Tommy est ravi, et moi, c'était merveilleux. » Lars se tourna vers elle. « Élisabeth, je veux vous dire quelque chose. C'est peut-être trop tôt, peut-être déplacé, mais je ne peux plus me taire. » Son cœur s'emballa. « Je pense à vous chaque jour depuis notre rencontre. Je n'arrive pas à chasser de ma tête votre visage, votre voix. Et aujourd'hui, en vous voyant dans ma maison, j'ai compris. Je veux que vous restiez, pour toujours. » Élisabeth sentit le monde tourner autour d'elle. « Lars, je sais que nous nous connaissons depuis quelques jours seulement. Je sais que vous avez un passé qui vous a fait souffrir. Mais je sais aussi que je suis prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Prête à vous prouver que vous pouvez me faire confiance. » Il prit sa main valide entre les siennes. « Épousez-moi, Élisabeth. » Élisabeth plongea son regard dans les yeux bleus de Lars et sentit son monde s'effondrer et se reconstruire en même temps. Sa demande flottait dans l'air entre eux, lourde et magnifique, comme un orage d'été sur les prairies. « Lars, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « vous ne comprenez pas. Je comprends plus que vous ne le pensez. » L'interrompit-il doucement, sans lâcher sa main. « Je vois une femme qui a traversé des épreuves, qui se bat chaque jour pour offrir une vie meilleure à son fils, qui est plus forte qu'elle ne le croit elle-même. »« Non, » dit-elle en retirant brusquement sa main et en se levant de son fauteuil. « Vous ne connaissez pas la vérité, et quand vous la saurez. » Tommy, remarquant la tension dans la voix de sa mère, cessa de courir après les papillons et s'approcha de la galerie. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Et rien, mon chéri. » Le força-t-elle à sourire. « C'est juste qu'il est temps pour nous de rentrer. » Lars se leva, le visage empreint de confusion et de douleur. « Élisabeth, s'il vous plaît, quelle que soit la raison, nous pouvons en discuter. »« Non, » dit-elle en secouant la tête, sentant les larmes monter. « Certaines choses ne peuvent pas être discutées. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. » Le trajet du retour se fit dans un silence pesant. Tommy, épuisé par les émotions de la journée, somnolait contre sa mère. Lars tenta à plusieurs reprises d'engager la conversation, mais Élisabeth répondait par monosyllabes, le regard perdu au loin. Devant la maison de Madame Carter, il l'aida à descendre de la carriole, et son contact était toujours aussi doux, malgré la froideur qu'elle affichait. « Élisabeth, » dit-il à voix basse, alors que Tommy était déjà rentré. « Je ne sais pas ce que j'ai dit ou fait de mal, mais... » « Vous n'avez rien fait de mal, » l'interrompit-elle, incapable de le regarder dans les yeux. « Vous êtes un homme merveilleux, Lars, trop merveilleux pour quelqu'un comme moi. Ne dites pas ça. C'est la vérité, et plus tôt vous le comprendrez, mieux ce sera pour nous tous. » Elle se dirigea rapidement vers la maison, le laissant là près de sa carriole, avec une expression de totale incompréhension sur le visage. La semaine suivante, Élisabeth évita de sortir de la maison sauf en cas d'extrême nécessité. Elle aidait à Madame Carter aux tâches ménagères, rapiéçait des vêtements, lisait des histoires à Tommy et tentait de trouver le moindre travail qu'elle pourrait faire à domicile. N'importe quoi. Pourvu que cela l'empêche de penser aux yeux bleus de Lars
et à cette demande en mariage qu'elle désirait tant accepter. Mais ses pensées ne lui laissaient aucun répit. La nuit, elle restait éveillée, se remémorant sa maison, ses mains douces, son sourire sincère. Elle imaginait comment leur vie aurait pu être. Elle, maîtresse de cette maison accueillante. Tommy courant dans la cour au milieu des fleurs, peut-être d'autres enfants. Puis elle se rappelait la vérité sur son passé, et son cœur se serrait de douleur. « Vous n'avez pas l'air très gaie, ma petite », remarqua Madame Carter un jeudi matin, alors qu'elles étendaient le linge ensemble. « Je suis juste fatiguée », mentit Elisabeth. « C'est à cause de Lars Anderson. » Elisabeth laissa tomber une pince à linge. « Que voulez-vous dire ? » « Il est venu tous les jours cette semaine. Il a demandé de vos nouvelles. Il voulait vous parler. Je lui ai dit que vous étiez occupée, comme vous me l'aviez demandé, mais... Ma petite, cet homme souffre. N'importe quel imbécile le verrait. » Elisabeth sentit son cœur se contracter. Elle ne savait pas que Lars était venu. Elle avait interdit à Madame Carter de le laisser entrer, mais elle ne pensait pas qu'il viendrait tous les jours. « C'est un homme bon, » poursuivit la vieille femme, « et les hommes bons sont rares de nos jours. Si vous avez une chance d'être heureuse, ne la laissez pas passer par orgueil. » « Ce n'est pas de l'orgueil, » dit doucement Elisabeth. « C'est compliqué. L'amour est toujours compliqué, mais parfois, les décisions les plus difficiles sont les plus justes. » Vendredi soir, alors qu'Elisabeth mettait Tommy au lit, celui-ci demanda soudain: « Maman, pourquoi on ne voit plus Monsieur Lars ? Nous sommes juste occupés, mon chéri. » « Il ne nous aime plus ?» La question de son fils lui transperça le cœur. « Pourquoi penses-tu ça ? Parce que quand les gens s'aiment, ils passent du temps ensemble, comme toi et moi. Et nous, on ne passe plus de temps avec Monsieur Lars. » La logique enfantine était implacable et précise. « C'est plus compliqué que ça, mon petit. Et toi, tu l'aimes ?» Elisabeth se figea, ne sachant que répondre. Aimait-elle Lars ? Pouvait-on tomber amoureux en quelques jours ? Ou ce qu'elle ressentait n'était-il que de la gratitude pour sa bonté, l'espoir d'une vie meilleure ? « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Et tu veux le savoir ?» De la bouche d'un enfant, cette question sonnait comme un défi à toutes ses peurs et à tous ses doutes. Le lendemain matin, Elisabeth se réveilla avec une ferme résolution. Si Lars venait vraiment tous les jours, s'il voulait vraiment lui parler, alors il méritait la vérité, toute la vérité. Ensuite, ce serait à lui de décider s'il pouvait vivre avec ce qu'il apprendrait. Elle enfila sa plus belle robe, arrangea soigneusement ses cheveux et demanda à Madame Carter de veiller sur Tommy. « Où allez-vous comme ça ?» s'enquit sa logeuse. « Chez Lars pour parler. » Madame Carter sourit. « Très bien, vous prenez un cheval. J'irai à pied. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Le trajet jusqu'au ranch de Lars prit plus de 2 heures. Elisabeth marchait lentement, s'arrêtant toutes les quelques minutes pour reprendre courage. À plusieurs reprises, elle fut sur le point de faire demi-tour, mais quelque chose la poussait à continuer. Peut-être l'instinct maternel. Le désir d'offrir à Tommy une chance d'avoir une belle vie. Peut-être le désespoir. La conscience qu'elle n'avait tout simplement pas d'autres options. Ou peut-être vraiment l'amour, timide, effrayé, mais néanmoins réel. Quand elle approcha de la maison, Lars travaillait dans l'enclos avec le bétail. Il était torse nu, et la sueur brillait sur son dos hâlé pendant qu'il réparait une clôture. En la voyant, il se figea comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « Elisabeth ?» Il enfila rapidement sa chemise et s'approcha d'elle. « Que s'est-il passé ? Tommy va bien ? Tommy va bien, » dit-elle, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Je suis venu vous parler, à propos de votre proposition. » L'espoir s'alluma dans ses yeux. « Oui, bien sûr. Entrons dans la maison. »« Non, » l'arrêta-t-elle. « Ici, dehors. Ce que j'ai à dire doit être dit à ciel ouvert. » Lars acquiesça, bien qu'il parût perplexe. « D'accord. Que vouliez-vous me dire ? »
Élisabeth prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Vous m'avez demandé de vous épouser. Vous avez dit que vous étiez prêt à accepter mon passé, quel qu'il soit. Mais vous ne connaissez pas la vérité, Lars, et la vérité pourrait tout changer. Alors, racontez-moi, dit-il simplement. Mon mari n'est pas mort en héros, commença Élisabeth, chaque mot lui coûtant un effort. C'était un ivrogne et un joueur. Il a tout perdu ce que nous avions. La maison, la terre, même mes bijoux. Et quand il n'a plus eu de quoi jouer, il a commencé à emprunter à de très mauvaises personnes. Lars restait silencieux, mais elle vit les muscles de sa mâchoire se contracter. La dernière année, il buvait tous les jours. Et quand il buvait, il devenait violent. Il ne m'a jamais frappé, mais il me bousculait, me saisissait les bras, criait. Et une nuit, alors qu'il était particulièrement ivre, Elle s'interrompit, rassemblant ses forces. Il m'a disloqué le bras. Pas intentionnellement. Il m'a juste saisi trop fort quand j'ai essayé de lui prendre la bouteille. La respiration de Lars devint plus lourde. Le bras a mal guéri, car nous n'avions pas d'argent pour un médecin. Et 1 mois plus tard, Jacob est mort. Pas en combattant des méchants, comme je le dis à Tommy. Il a simplement bu jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Et les créanciers sont venus le lendemain des funérailles pour prendre tout ce qui restait. Elle leva les yeux vers Lars. Son visage était de pierre. Maintenant, vous connaissez la vérité. Je suis la veuve d'un ivrogne et d'un joueur. Une femme qui n'a pas su sauver son propre mari de ses démons, qui l'a laissé l'estropier. Je ne suis pas le genre de femme qu'un homme respectable devrait épouser. Un long silence s'installa entre eux. Lars se tenait immobile, et Élisabeth ne pouvait déchiffrer l'expression de son visage. Finalement, il parla. La voix rauque. « Vous pensez que cela change ce que je ressens pour vous? Ne le devrait-il pas ?» Il fit un pas vers elle, et elle vit dans ses yeux non pas du dégoût ou de la pitié, mais quelque chose de tout à fait différent. « Élisabeth, dit-il doucement, vous m'avez raconté l'histoire d'une femme qui a épousé un homme faible et a tenté de le sauver, qui a enduré l'humiliation et la douleur pour protéger son enfant, qui a trouvé la force de commencer une nouvelle vie après que l'ancienne se soit effondrée. Ou, dans cette histoire, y a-t-il quelque chose qui devrait me repousser? Vous ne comprenez pas, protesta-t-elle. Les gens vont parler. Qu'ils parlent, l'interrompit-il sèchement. Je me fiche de ce que les gens disent. Une seule chose m'importe. Accepterez-vous de devenir ma femme? Élisabeth le regarda en face et vit une telle sincérité, une telle détermination, qu'elle en eut le souffle coupé. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi êtes-vous prêt à lier votre vie à quelqu'un comme moi ?» Lars prit son visage entre ses mains, et son contact fut d'une douceur incroyable. « Parce que ces derniers jours, je suis tombé plus amoureux de vous que je ne pensais pouvoir aimer quiconque dans ma vie. Parce que quand je vous regarde, je vois mon destin. Et parce que sans vous, ma maison n'est qu'un bâtiment vide. » Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle n'essaya plus de les cacher. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Moi aussi j'ai peur, mais ayons peur ensemble. » Et alors, debout au milieu des prairies sous le ciel infini du Nebraska, Elizabeth Morgan s'autorisa enfin à croire au miracle d'une seconde chance. 3 mois après sa confession au milieu des prairies, Elizabeth se tenait devant le miroir de la chambre qui était désormais la sienne, admirant la simple bague en or à son doigt. L'alliance que Lars lui avait passée 1 mois plus tôt dans la petite église de Riverbend, en présence de Madame Carter, de Monsieur Hansen et de la moitié de la ville. Parfois, elle se réveillait encore avec le sentiment que tout cela n'était qu'un rêve, qu'elle était toujours cette femme désespérée dans une chambre louée, ne sachant pas où trouver l'argent pour le déjeuner de son fils le lendemain. Mais alors, elle entendait la voix de Lars en bas, discutant avec Tommy des plans de la journée, et elle comprenait que c'était la réalité. Sa nouvelle et incroyable réalité. Le mariage n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Lars était patient avec ses peurs, doux avec ses blessures, tant physiques que psychologiques. Et il ne la forçait jamais,
n'exigeait jamais ce à quoi elle n'était pas prête. Il était simplement là, solide comme un roc, attendant qu'elle vienne à lui d'elle-même. Et elle était venue. Pas tout de suite, non sans combattre ses propres démons, mais elle était venue. Et elle y avait découvert que l'amour pouvait être tout autre, calme comme le silence matinal sur les prairies, et en même temps passionné comme un coucher de soleil sur les vastes étendues. Sa main estropiée ne lui semblait plus être une monstruosité. Lars embrassait ses doigts, déformés, avec une tendresse telle qu'on aurait dit des joyaux. « C'est une partie de ton histoire, » disait-il. « Et ton histoire a fait de toi la femme que j'aime. » En cette matinée de décembre, alors que la première neige recouvrait les prairies d'un manteau blanc, Élisabeth se préparait pour une journée spéciale. Aujourd'hui, les voisins venaient. La famille MacDonald du ranch voisin, le vieux McGregor, le docteur Wilson et sa femme de la ville. La première vraie fête dans leur maison. Elle descendit à la cuisine, où Lars allumait déjà le poêle, et où Tommy, assis à table, s'appliquait à tracer des lettres dans un cahier neuf. Le garçon avait commencé l'école et montrait des progrès étonnants. Zell Harris disait qu'il avait un don pour les mathématiques. « Bonjour, Madame Anderson », dit Lars, et sa voix contenait toujours une pointe d'émerveillement, comme s'il ne pouvait toujours pas croire qu'elle était vraiment sa femme. « Bonjour, Monsieur Anderson », répondit-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue. Lars l'attrapa par la taille et la serra contre lui. « Comment va notre maîtresse de maison ? Je suis nerveuse, avoua Élisabeth. Et si quelque chose tournait mal, si le repas brûlait, ou si les invités s'ennuyaient, ou... » Lars la fit taire d'un baiser bref mais si tendre qu'elle en eut le souffle coupé. « Tout se passera à merveille, » dit-il avec assurance. « Tu es une hôtesse parfaite, et si quelque chose ne va pas, eh bien qu'importe. Ce sera notre histoire. Nous nous en souviendrons, et nous en rirons. Maman, je pourrais montrer mes chiens de prairie aux invités, demanda Tommy en levant la tête de son cahier. S'ils le veulent, sourit Élisabeth. Au cours des derniers mois, Tommy s'était épanoui comme une fleur après la pluie. Le garçon, autrefois silencieux et craintif, courait maintenant dans le ranch comme un petit propriétaire, aidait Lars avec les animaux et bavardait sans cesse pendant le dîner. Et surtout, il appelait Lars « papa ». D'abord timidement, puis avec de plus en plus d'assurance. « Je ne veux pas remplacer ton vrai père », avait alors dit Lars au garçon. « Mais si tu me le permets, je t'aimerai comme mon propre fils. » « On peut aimer le papa qui est mort et le papa qui vit avec nous ?» avait demandé Tommy avec une franchise enfantine. « Bien sûr qu'on peut. Le cœur est assez grand pour aimer différentes personnes. » Ce jour-là, Élisabeth avait pleuré en écoutant cette conversation depuis la pièce voisine. Elle pleurait de gratitude envers cet homme incroyable, qui non seulement l'avait prise pour épouse, mais avait aussi donné un père à son fils. Les premiers invités arrivèrent vers midi. La famille MacDonald, Daniel, sa femme Mary et leurs 3 enfants. Puis les autres suivirent. La maison se remplit de voix, de rires, du cliquetis de la vaisselle. Élisabeth s'affairait dans la cuisine, servant les plats, veillant à ce que tout le monde ait des assiettes et des versières pleins. Elle avait cuisiné toute la semaine. Dinde rôtie, purée de pommes de terre au beurre qu'elle avait elle-même barattée. Légumes de leur cave, tartes aux pommes et à la citrouille. « Élisabeth, asseyez-vous enfin, » dit Mary MacDonald. « Cela fait une demi-heure que vous n'êtes pas venue à table. Je veux juste que tout soit parfait, » répondit Élisabeth en servant le café. « Tout est déjà parfait, » l'assura le docteur Wilson. « Je n'ai pas mangé une dinde pareille depuis que je vivais en Virginie. » À table, la conversation suivait son cours tranquille, parlant du temps des récoltes, des projets pour le printemps. Élisabeth resta d'abord silencieuse, se contentant d'écouter. Mais peu à peu, elle se détendit et commença à participer à la discussion. Ces gens ne la jugeaient pas, ne posaient pas de questions indiscrètes sur son passé. Ils l'avaient acceptée comme la femme de Lars, comme une voisine, comme une partie de leur petite communauté. Après le déjeuner, les hommes allèrent voir les nouveaux chevaux de Lars,
tandis que les femmes restèrent dans la cuisine pour faire la vaisselle et bavarder. Lars a l'air heureux, remarqua Madame Wilson. C'est un homme complètement différent depuis qu'il est marié. Différent dans quel sens? S'enquit Elisabeth. Avant qu'il semblait toujours inachevé, comme s'il attendait quelque chose. Maintenant, il est complet, content de sa vie. Mary MacDonald acquiesça. Daniel dit la même chose, que Lars ne travaille plus seulement pour survivre, mais pour construire quelque chose pour sa famille. C'est une grande différence. Famille. Comme ce mot sonnait étrange et merveilleux en s'appliquant à elle. Le soir, lorsque les derniers invités furent partis et que Tommy s'endormit, épuisé par les émotions de la journée, Lars et Elisabeth s'assirent sur la galerie, emmitouflés dans une couverture, à regarder les étoiles. L'air était glacial et pur, et les étoiles brillaient si fort qu'on aurait dit que quelqu'un avait semé des diamants sur un velours noir. « Merci pour cette journée, » dit Lars, enlaçant sa femme par les épaules. « Pourquoi exactement ? Pour avoir fait de ma maison un vrai foyer, pour l'avoir remplie de rires et de chaleur, pour m'avoir donné une famille. » Elisabeth se blottit contre lui. « C'est toi qui m'as donné une famille, et une maison, et l'espoir en l'avenir. Nous nous le sommes donné l'un à l'autre, » la corrigea-t-il. Ils restèrent assis en silence, écoutant les bruits nocturnes des prairies, le hurlement du vent, le lointain cri des coyotes, le meuglement tranquille des vaches dans l'enclos. « Lars, » dit soudain Elisabeth, « ne regrettes-tu jamais de m'avoir choisi ?» Il se tourna vers elle si brusquement que la couverture faillit glisser. « Regretter ? Elisabeth, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Toi et Tommy. Comment pourrais-je regretter ? C'est juste que, parfois je me dis que tu aurais pu trouver quelqu'un de mieux. Quelqu'un sans un tel passé. » Lars prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, je ne veux pas de quelqu'un sans passé. Je ne veux pas d'une femme parfaite, sans cicatrices et sans histoire. Je te veux, toi. Toi, avec toutes tes peurs et tes doutes, avec ta force et ta tendresse. Tu comprends ?» Elisabeth hocha la tête, sa voix étranglée par l'émotion. Et puis, ajouta-t-il avec un petit rire, « Qui a dit que je n'avais pas de passé ? Je ne suis pas sans péché non plus. Tu me raconteras un jour ? Un jour. Mais pas ce soir. Ce soir, je veux juste être assis avec ma femme sous les étoiles et planifier notre avenir. » « Quel avenir ? Eh bien, d'abord, au printemps, nous allons agrandir la maison, ajouter une autre chambre et une chambre d'enfant. » Le cœur d'Elisabeth manqua un battement. « Une chambre d'enfant ? Tu ne veux pas d'autres enfants ? » ?»« Si, » avoua-t-elle. « J'en veux beaucoup, mais... Et si je ne peux pas ? Après ma blessure. Alors nous aurons une merveilleuse famille avec un seul fils. Et si tu peux, nous aurons une merveilleuse famille avec plusieurs enfants. Dans tous les cas, nous aurons une merveilleuse famille. » Elisabeth sourit à travers ses larmes. « Tu sais toujours quoi dire. Non, pas toujours. Mais avec toi, les mots viennent tout seuls. » Ils se turent de nouveau, et Elisabeth songea à quel point sa vie avait changé. 1 an plus tôt, elle était une veuve désespérée et sans le sou. Et maintenant, elle était assise sur le perron de sa propre maison, aux côtés d'un homme qui l'aimait telle qu'elle était. « Lars, » dit-elle doucement. « Oui, je suis heureuse. » Des mots simples, mais qui contenaient tout. Toute la gratitude pour cette seconde chance, tout l'amour pour cet homme extraordinaire, tout l'espoir en l'avenir. « Moi aussi, » répondit-il en l'embrassant sur le sommet de la tête. 5 ans plus tard, le vent printanier jouait dans les cheveux d'Elisabeth, alors qu'elle se tenait sur ce même perron, tenant dans ses bras sa fille de 2 ans, Anna. La petite était le portrait de son père. Les mêmes yeux bleus, le même menton volontaire, seuls ses cheveux blonds venaient de sa mère. Dans l'enclos, Tommy, désormais un adolescent de 11 ans qui avait beaucoup grandi, apprenait à son jeune frère Eric à manier le lasso. Le garçonnet de 6 ans faisait de son mieux, mais la corde refusait d'obéir à ses petites mains. « Ne te décourage pas, Eric, »
entendit Élisabeth la voix de son fils aîné. Moi non plus. Je n'y arrivais pas la première fois. Papa dit que chaque chose en son temps. Papa. Tommy appelait Lars avec un tel naturel, comme s'il n'y avait jamais eu d'autre père dans sa vie. Et peut-être était-ce ainsi que les choses devaient être. Le passé restait le passé, et le présent se construisait ici et maintenant. Lars apparut au coin de la maison, portant un seau de lait frais. En 5 ans, il n'avait presque pas changé, à l'exception de quelques premiers fils d'argent dans ses cheveux et de rides plus profondes au coin de ses yeux. Mais son regard était toujours aussi chaleureux et aimant, surtout lorsqu'il se posait sur sa famille. « Comment va notre beauté ?» demanda-t-il en s'approchant du perron et en caressant tendrement la joue de sa fille. « Elle est capricieuse, » sourit Élisabeth. « Elle veut courir avec les garçons, mais ses jambes sont encore trop petites. » De qui tient-elle un tel entêtement ? Feignit de s'étonner Lars, et d'Élisabeth lui donna un coup de coude. Au fil des ans, leur ranch avait grandi et prospéré. Ils possédaient maintenant plus de 200 têtes de bétail, une grande grange neuve, et cette fameuse extension de la maison avec les chambres des enfants. Lars avait embauché 2 ouvriers, de jeunes gars de la ville, qui l'aidaient pendant les travaux saisonniers. Mais l'essentiel n'était pas dans la prospérité matérielle. L'essentiel, c'est que la maison s'était remplie de vie, de rire, et parfois de larmes d'enfants. Élisabeth ne se réveillait plus la nuit en sueur froide, se remémorant le passé. Maintenant, elle se réveillait aux pleurs de sa plus jeune fille, ou au cauchemar de son fils cadet, qui avait peur de l'orage. Sa main estropiée ne s'était jamais complètement rétablie. Mais cela ne semblait plus important. Elle avait appris à faire des tartes d'une seule main, à bercer ses enfants, et même à aider Lars pour les travaux moins pénibles du ranch. « Maman, regarde !» cria Eric, son lasso s'étant enfin accroché à un poteau de la clôture. « Bravo !» le félicita Élisabeth, et le visage du garçon s'illumina de fierté. À ce moment, une silhouette familière à cheval apparut sur la route. C'était le docteur Wilson, et il avançait plus vite que d'habitude. « Lars !» cria-t-il avant même d'atteindre la maison. « Élisabeth, j'ai des nouvelles !» Les époux échangèrent un regard. Le docteur venait rarement porteur de bonnes nouvelles, à moins qu'il n'y ait un heureux événement. « Que se passe-t-il, Doc ?» demanda Lars en allant à sa rencontre. « On construit une nouvelle école en ville, une grande, une vraie, et ils cherchent un instituteur adjoint pour les petites classes. Quelqu'un d'instruit, de patient, qui sait s'y prendre avec les enfants. » Le docteur Wilson regarda droit vers Élisabeth. « J'ai tout de suite pensé à vous. Vous vous débrouillez à merveille avec vos enfants, et Tommy a d'excellents résultats à l'école, ce qui n'est certainement pas sans l'aide de sa mère. » Élisabeth sentit son cœur s'accélérer. Un travail, un vrai travail, où elle pourrait utiliser ses connaissances, aider d'autres enfants. « Mais j'ai de jeunes enfants, » objecta-t-elle. « Anna est encore si petite. »« On peut s'arranger pour un temps partiel, » dit rapidement le docteur. « Ou emmener la plus jeune avec vous. Mademoiselle Harris n'est plus toute jeune. Elle a besoin d'aide. » Élisabeth regarda Lars. Dans ses yeux, elle vit de la compréhension et du soutien. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas. Et si je n'y arrivais pas ?»« Tu peux tout faire, » dit-il avec assurance. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Un mois plus tard, Elizabeth Anderson commença à travailler dans la nouvelle école de Riverbend. 3 jours par semaine, du matin au déjeuner, elle apprenait aux tout-petits à lire et à compter, et consacrait le reste de son temps à sa famille. Il s'avéra qu'elle avait un talent pour l'enseignement. Les enfants l'adoraient, les parents la respectaient, et Mel Harris disait qu'elle ne savait pas comment elle avait fait sans une telle assistante. Et le soir, lorsque les enfants dormaient, Lars et Élisabeth s'asseyaient toujours sur le perron pour regarder les étoiles. Désormais, ils faisaient des projets non seulement pour leur famille, mais aussi pour toute la ville. Élisabeth voulait organiser une bibliothèque pour les enfants. Lars songeait à se lancer dans l'élevage de chevaux. « Tu sais à quoi je pense ?» dit Élisabeth un de ces soirs. « À quoi ?»
à ce train. Au jour où je suis arrivé ici, en pleurant près de la fenêtre. Si quelqu'un m'avait dit alors ce que serait ma vie 5 ans plus tard, je ne l'aurais pas cru. Et Lars prit de ses mains, la valide et la blessée, dans les siennes. Et moi je pense que si ce jour-là je n'étais pas sorti réparer l'enclos, je ne t'aurais pas vu par la fenêtre du train, et toute notre vie aurait été différente. Tu penses que c'était vraiment le destin? Je ne sais pas. Peut-être le destin, peut-être juste la chance, ou le hasard. Peu importe le nom qu'on lui donne. L'important, c'est que nous n'avons pas laissé passer notre chance. Élisabeth se blottit contre lui. Au fil des ans, elle avait compris que le véritable amour n'était pas seulement passion et romance, bien que leur vie n'en manquât pas. Le véritable amour, c'est se réveiller chaque matin avec gratitude pour la présence de cette personne à ses côtés. C'est savoir que quoi qu'il arrive, vous traverserez les épreuves ensemble. « Je t'aime », dit-elle simplement, « et moi aussi je t'aime. Je t'aimerai toujours. » Quelque part dans la maison, Anna se mit à pleurer, probablement à cause d'un mauvais rêve. Élisabeth se leva pour aller voir sa fille, mais Lars l'arrêta. « J'y vais. Tu es fatigué après le travail. » Il entra dans la maison et bientôt les pleurs cessèrent. Il lui chantait probablement une berceuse, cette même chanson norvégienne que sa mère lui chantait. Élisabeth resta seule sur le perron et leva les yeux vers le ciel étoilé. Quelque part là-haut, parmi les constellations, se trouvaient peut-être les réponses à toutes les questions sur le destin et la destinée. Mais elle n'avait plus besoin de réponses. Elle avait une famille, une maison, un travail qui lui apportaient de la joie. Elle avait l'amour. Et demain matin, le soleil se lèverait à nouveau sur leur ranch et un autre jour de leur vie commune commencerait. Et peu importe ce que ce jour apporterait, joie ou tristesse, succès ou difficulté, ils l'affronteraient ensemble. Parce que parfois, le destin passe vraiment en train devant votre maison. Il suffit de savoir le voir.